Je me suis fait passer pour un pauvre et j'ai été humilié. Mais quand elle a vu ma voiture de luxe, elle a été choquée. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes nos histoires émouvantes. Je m'appelle Alexandre Dubois et à 22 ans, je suis l'héritier de l'Empire Dubois Industries. Ma vie est un tourbillon de luxe et de privilèges. Mais chaque matin, en me regardant dans le miroir, je ne vois qu'un homme creux, perdu dans un océan d'opulence. Le soleil se lève sur Paris, illuminant ma chambre à travers les immenses baies vitrées de mon penthouse. Je m'étire dans mon lit king size, mes pieds effleurant les draps en soie égyptienne. Un coup d'œil à mon smartphone dernier cri m'indique que j'ai déjà reçu une dizaine d'emails et de messages. La plupart sont des flatteries ou des demandes de faveur. Qui suis-je vraiment pour ces gens? Un ami, un confident ou simplement un portefeuille sur pattes? Je me lève, enfilant ma robe de chambre en cachemire, et je me dirige vers la cuisine où mon chef personnel, Pierre, prépare déjà mon petit déjeuner. « Bonjour, monsieur Alexandre », me salue-t-il avec un sourire cordial. « J'ai préparé vos œufs pochés et votre smoothie détox comme vous les aimez. » Je le remercie d'un signe de tête, mais mon appétit n'est pas au rendez-vous. Je grignote distraitement, mon esprit ailleurs. Pierre remarque mon manque d'enthousiasme. « Tout va bien, monsieur? Le petit déjeuner n'est pas à votre goût? »« Non, non, Pierre, c'est parfait comme toujours. » Je réponds, forçant un sourire. « Je suis juste préoccupé. » Pierre hoche la tête, compréhensif, mais je sais qu'il ne peut pas vraiment comprendre. Comment le pourrait-il? Comment qui que ce soit pourrait-il comprendre ce vide qui me ronge de l'intérieur? Après le petit déjeuner, je me prépare pour une journée typique. Mon dressing, grand comme un appartement parisien moyen, regorge de costumes sur mesure et de chaussures italiennes. Je choisis un ensemble Armani bleu nuit et une cravate en soie. Mon reflet dans le miroir me renvoie l'image d'un jeune homme séduisant et sûr de lui. Mais ce n'est qu'une façade. Ma Bentley m'attend en bas de l'immeuble, avec mon chauffeur, Jean, au volant. « Bonjour, monsieur Alexandre, où allons-nous aujourd'hui ?»« Au siège de l'entreprise, Jeanne », je réponds en m'installant sur la banquette arrière en cuir. Le trajet à travers Paris est silencieux. Je regarde par la fenêtre, observant les gens qui vaquent à leurs occupations. Ils semblent si vivants, si authentiques. Je me demande ce que ça fait de se lever chaque matin avec un but, une passion, autre que de gérer une fortune héritée. Arrivé au siège de Dubois Industries, je suis accueilli par une nuée d'assistants et de cadres supérieurs. Tous veulent mon attention, mon approbation. Je hoche la tête, je souris, je serre des mains. C'est un rôle que je joue à la perfection, celui du jeune héritier confiant et charismatique. Mais à l'intérieur, je me sens comme un imposteur. La journée se déroule dans un flou de réunions, de présentations et de décisions d'entreprise. Je signe des contrats qui valent des millions d'euros. J'approuve des projets qui façonneront l'avenir de l'entreprise. Mais chaque signature, chaque décision me fait sentir plus déconnecté de moi-même. Le soir venu, je me retrouve dans mon bureau au dernier étage, contemplant la ville qui s'étend à mes pieds. Paris, la ville lumière, scintille dans la nuit. Tant de vie, tant d'histoires se déroulent là-bas. Et moi, je suis ici, isolé dans ma tour d'ivoire. C'est alors que mon regard tombe sur une boîte en bois posée sur mon bureau. Je l'avais presque oubliée. C'est un héritage de ma mère, décédée il y a quelques années. Je n'ai jamais eu le courage de l'ouvrir jusqu'à présent. Peut-être est-ce le moment. Avec des mains tremblantes, j'ouvre la boîte. À l'intérieur, je trouve une lettre. L'écriture élégante de ma mère me saute aux yeux et mon cœur se serre. « Mon cher Alexandre », commence la lettre. Je lis avidement, buvant chaque mot comme un homme assoiffé dans le désert. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour te guider. J'espère que tu as trouvé ta voie, que tu es heureux. Mais si ce n'est pas le cas, si tu te sens perdu, souviens-toi de ceci. La vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais en expérience, en amitié sincère, en amour véritable. N'aie pas peur de sortir de ta zone de confort, de te perdre pour mieux te retrouver. La vie est une aventure, mon fils. Vis-la pleinement, avec ton cœur. Les larmes coulent sur mes joues sans que je puisse les retenir. Ces mots, ces derniers mots de ma mère, résonnent en moi comme un appel à l'action. Elle avait vu clair en moi, même avant que je ne comprenne moi-même ce qui me manquait. Je reste assis là, dans mon bureau luxueux, la lettre serrée contre mon cœur jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Une décision se forme lentement dans mon esprit. Une décision folle, imprudente peut-être, mais qui, pour la première fois depuis des années,
fait battre mon cœur plus vite. Je vais tout quitter. Cette vie dorée, ce confort étouffant, cette identité qui m'emprisonne. Je vais partir loin sous un nom d'emprunt. Je vais chercher cette vie authentique dont parle ma mère. Mais où aller? Comment commencer? Mon regard se pose sur une brochure sur mon bureau. L'Université de Barcelone, un programme d'échange international. C'est parfait. Une nouvelle ville, un nouveau pays, une nouvelle vie. Le soleil se lève sur Paris, et avec lui, un nouvel Alexandre naît. Un Alexandre prêt à tout risquer pour se trouver. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais pour la première fois depuis longtemps, je suis impatient de le découvrir. Je prends mon téléphone et compose le numéro de mon père. Il va falloir que je lui explique ma décision. Ce ne sera pas facile, mais c'est nécessaire. Quand il décroche, ma voix tremble légèrement. « Papa, il faut qu'on parle. J'ai pris une décision importante. » Alors que je commence à lui expliquer mon plan, je sens un mélange d'excitation et de peur monter en moi. C'est le début d'une nouvelle aventure, d'une quête pour me trouver moi-même. Et qui sait ce que je vais découvrir en chemin? Le soleil de Barcelone m'éblouit alors que je sors de l'aéroport, une simple valise à la main. Fini le chauffeur, fini la Bentley. Je suis maintenant Alex Moreau, étudiant français ordinaire venu étudier à l'Université de Barcelone. Le contraste avec ma vie parisienne est saisissant et je sens un mélange d'excitation et d'appréhension monter en moi. Mon père a été surpris par ma décision, mais après une longue discussion, il a fini par comprendre. Nous avons convenu que je gérerais l'entreprise à distance, de manière minimale, tout en poursuivant cette quête personnelle. C'est un compromis, mais c'est mieux que rien. Je prends un taxi jusqu'à mon nouvel appartement. C'est un petit studio dans un quartier étudiant, loin du luxe auquel j'étais habitué. La peinture s'écaille par endroits, les meubles sont usés, mais étrangement, je me sens plus chez moi ici que dans mon penthouse parisien. Je défais ma valise, rangeant mes quelques vêtements simples dans l'armoire bancale. Pas de costume Armani ici, juste des jeans, des t-shirts et des sweats à capuche. Je souris en pensant à la tête que ferait Pierre, mon chef, s'il me voyait maintenant. Le lendemain matin, je me réveille tôt, nerveux pour mon premier jour à l'université. Je prépare mon propre café, une première pour moi, et je grimace en le goûtant. Ce n'est pas aussi bon que celui de Pierre, mais c'est le mien, et cela me remplit d'une étrange fierté. Je marche jusqu'à l'université, me mêlant à la foule d'étudiants. Personne ne me regarde deux fois, personne ne cherche à me flatter ou à obtenir une faveur. Je suis juste un visage parmi d'autres, et c'est incroyablement libérateur. Mon premier cours est une introduction au marketing. Je m'installe au fond de l'amphithéâtre, observant mes camarades qui bavardent et rient autour de moi. Le professeur entre et le silence se fait. Il commence son cours, et je réalise rapidement que je suis complètement perdu. Les concepts s'enchaînent à une vitesse vertigineuse. Segments de marché, positionnement, mix marketing, tout se mélange dans ma tête. J'ai beau diriger une multinationale, je n'ai jamais vraiment eu à me plonger dans ces détails techniques. J'ai toujours eu des équipes pour s'occuper de ça. Maintenant, je suis seul face à cette montagne de connaissances à acquérir. À la fin du cours, je sors de l'amphithéâtre, la tête bourdonnante. Une jeune femme me bouscule accidentellement, faisant tomber mes livres. « Oh, pardon !» s'exclame-t-elle en espagnol. Elle m'aide à ramasser mes affaires et me sourit. « Tu es nouveau, non ?» Je m'appelle Maria. Je bégaye une réponse en espagnol approximatif. Maria rit doucement. « Ne t'inquiète pas, ton accent s'améliorera. Tu viens d'où ?»« De France », je réponds, soulagé de pouvoir parler français. « Je m'appelle Alex. » Nous discutons un moment et Maria m'offre de me faire visiter le campus. Je découvre les différents bâtiments, la bibliothèque, la cafétéria. C'est un monde totalement nouveau pour moi, loin des salles de réunion feutrées et des restaurants étoilés. Les jours passent et je commence à prendre mes marques. Mais les cours restent un défi. Je passe des heures à la bibliothèque, essayant de rattraper mon retard. Un soir, alors que je lutte avec un devoir de comptabilité, un autre étudiant s'assoit à ma table. « Tu as l'air d'avoir besoin d'aide », dit-il en français avec un léger accent espagnol. « Je m'appelle Carlos, je peux te donner un coup de main si tu veux. » J'hésite un instant, peu habitué à accepter de l'aide, mais je me rappelle que je suis ici pour vivre de nouvelles expériences. « Ce serait gentil », je réponds finalement. Je suis un peu perdu avec tout ça. Carlos s'avère être un excellent tuteur. Patient et pédagogue,
Il m'explique les concepts que je n'ai pas compris. Petit à petit, les choses commencent à prendre sens. Nous passons de plus en plus de temps ensemble, étudiant, discutant. C'est la première fois que je me fais un ami de manière aussi naturelle, sans que ma fortune ou mon nom n'entrent en jeu. Un jour, alors que nous sortons de la bibliothèque, Carlos me propose d'aller prendre un verre avec d'autres étudiants. Mon premier réflexe est de refuser, craignant de ne pas savoir comment me comporter. Mais je me force à accepter. Nous nous retrouvons dans un petit bar animé près du campus. L'ambiance est chaleureuse, décontractée. Je me sens d'abord mal à l'aise, ne sachant pas comment m'intégrer. Mais Carlos me présente à ses amis. Et bientôt, je me retrouve engagé dans une conversation animée sur les derniers films sortis. C'est une révélation pour moi. Ces gens ne me connaissent pas, ne savent rien de mon passé ou de ma fortune. Ils m'acceptent simplement pour qui je suis, ou du moins pour qui je prétends être. Je ris, je débat, je partage des opinions. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens normal. Et c'est grisant. Cependant, tout n'est pas rose. Certains étudiants me regardent de travers, murmurant sur mon passage. Je surprends des bribes de conversation. Regardez-le avec ses vêtements bon marché, il doit être boursier. Ces remarques me blessent plus que je ne l'aurais cru possible. Moi qui ai toujours été admiré pour mon apparence, je me retrouve maintenant jugé pour mon apparente pauvreté. Un jour, alors que je sors d'un cours particulièrement difficile, je surprends une conversation entre deux étudiants. « Tu as vu le nouveau, Alex ? Il a l'air complètement perdu. Je parie qu'il ne tiendra pas un semestre. » Ces mots me frappent comme un coup de poing. Est-ce vraiment l'image que je donne? Suis-je vraiment si inadapté? Le doute s'insinue en moi. Ai-je fait une erreur en venant ici? Suis-je capable de réussir sans mon nom et ma fortune pour me soutenir? Je rentre dans mon petit studio, l'esprit en ébullition. Je fixe mon reflet dans le miroir ébréché de la salle de bain. Qui suis-je vraiment? Alexandre Dubois, l'héritier milliardaire. Ou Alex Moreau, l'étudiant ordinaire qui lutte pour s'en sortir? C'est alors que mon regard tombe sur la lettre de ma mère que j'ai accrochée au mur. Ces mots résonnent en moi. « N'aie pas peur de te perdre pour mieux te retrouver. La vie est une aventure, mon fils. » Je prends une profonde inspiration. Oui, c'est difficile. Oui, je suis perdu. Mais n'est-ce pas exactement ce que je cherchais? Une chance de me prouver à moi-même que je suis plus que mon nom et mon argent? Je sors mon ordinateur portable et commence à travailler sur mon prochain devoir. Cette fois, je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas tout compris. Je vais leur montrer, à tous ces gens qui doutent de moi et surtout à moi-même, que je peux réussir par mes propres moyens. Les semaines passent et je commence à voir des progrès. Mes notes s'améliorent lentement mais sûrement. Je participe de plus en plus en classe, gagnant en confiance. Carlos et Maria deviennent des amis proches et grâce à eux, je commence à m'intégrer dans la vie étudiante. Un jour, alors que nous sortons d'un cours de marketing, le professeur m'interpelle. « Monsieur Moreau, puis-je vous parler un instant ?» Mon cœur rate un battement. A-t-il découvert mon secret? Mais ses prochains mots me surprennent. « J'ai remarqué une nette amélioration dans votre travail ces dernières semaines. Votre dernière analyse de cas était particulièrement perspicace. Avez-vous déjà pensé à rejoindre le club de débat de l'université? Je pense que vous pourriez y exceller. » Je reste sans voix pendant un moment, submergé par un sentiment de fierté que je n'ai jamais connu auparavant. C'est la première fois que quelqu'un reconnaît mon mérite personnel, pas celui de mon nom ou de ma fortune. « Merci, professeur », je réponds finalement. Je vais y réfléchir. En sortant de la salle, je me sens plus léger que jamais. Je réalise que je suis en train de me forger une nouvelle identité, une identité basée sur mes propres efforts et mes propres mérites. Et c'est la chose la plus excitante que j'ai jamais vécue. Je décide de célébrer cette petite victoire en invitant Carlos et Maria à dîner. Alors que nous trinquons avec nos verres de sangria bon marché, je ressens une joie pure et simple. Je ne suis peut-être qu'au début de mon voyage, mais pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment vivant. Les mois passent et je m'acclimate de plus en plus à ma nouvelle vie. L'université n'est plus un labyrinthe intimidant, mais un terrain de jeu intellectuel où je m'épanouis chaque jour davantage. J'ai suivi le conseil de mon professeur et rejoint le club de débat, une décision qui s'est avérée transformatrice. Au début, j'étais nerveux. Prendre la parole en public sans le poids de mon nom pour me donner de l'assurance était terrifiant.
Mais rapidement, j'ai découvert que j'avais un talent naturel pour l'argumentation et la rhétorique. Les années passées à négocier des contrats et à gérer des réunions d'affaires m'avaient préparé sans que je m'en rende compte. Un soir, après un débat particulièrement animé sur l'éthique dans le monde des affaires, Maria me prend à part. « Alex, tu étais incroyable. On aurait dit que tu avais vécu ces situations dont tu parlais. » Je sens mon cœur s'accélérer. Ai-je été trop transparent? « Oh, tu sais, je bafouille. J'ai juste beaucoup lu sur le sujet. » Maria me regarde d'un air soupçonneux mais n'insiste pas. Ce petit moment me rappelle que je marche constamment sur une corde raide entre ma nouvelle identité et mon passé. Malgré ces moments de tension, je me sens plus vivant que jamais. Je participe activement à plusieurs clubs universitaires, pas seulement celui de débat. Je m'investis dans l'association des étudiants internationaux, aidant les nouveaux arrivants à s'intégrer. C'est une expérience gratifiante qui me permet de rendre un peu de l'aide que j'ai reçue à mon arrivée. Mes notes continuent de s'améliorer et je me surprends à aimer vraiment mes études. La théorie que j'apprends en classe prend vie lorsque je l'applique aux défis réels que je gère encore à distance pour Dubois Industries. C'est comme si je vivais dans deux mondes parallèles, chacun enrichissant l'autre. Un jour, notre professeur de marketing annonce un grand projet, une compétition interuniversité pour créer une campagne de marketing pour une start-up locale. Les équipes seront formées au hasard et le groupe gagnant aura la chance de voir sa campagne réellement mise en œuvre. Lorsque les groupes sont annoncés, je me retrouve avec Maria, Carlos et deux autres étudiants que je connais à peine. Sofia, une étudiante italienne brillante mais réservée, et Lucas, un local barcelonais au charisme naturel, mais parfois trop sûr de lui. Notre première réunion est chaotique. Nous avons tous des idées différentes et des façons de travailler distinctes. Lucas veut foncer tête baissée avec une idée audacieuse, tandis que Sofia insiste pour faire des recherches approfondies avant de commencer. Maria et Carlos tentent de jouer les médiateurs et moi, je me retrouve à observer, analysant la dynamique du groupe. C'est alors que je réalise, c'est exactement le genre de situation que je gérais quotidiennement chez Dubois Industries. Des personnalités diverses, des opinions contradictoires et un objectif commun à atteindre. Sans même m'en rendre compte, je commence à diriger la discussion, trouvant un terrain d'entente entre les différentes approches. Et si on combinait nos forces? Je propose. Lucas, ton idée est audacieuse. C'est exactement ce dont une start-up a besoin pour se démarquer. Sofia, tes recherches nous donneront la crédibilité nécessaire. Maria, Carlos, vous pouvez nous aider à trouver le juste équilibre. Le groupe me regarde avec surprise, puis approuve avec enthousiasme. Nous nous mettons au travail, chacun apportant ses forces au projet. Les jours passent, et notre campagne prend forme. C'est un mélange innovant de marketing digital, de storytelling émotionnel et de données concrètes. La veille de la présentation, nous travaillons tard dans la bibliothèque. L'atmosphère est électrique, un mélange de stress et d'excitation. Alors que nous peaufinons les derniers détails, je réalise que je n'ai jamais ressenti une telle satisfaction dans mon travail. Chez Dubois Industries, les enjeux étaient plus importants. Mais ici, chaque petite victoire est le fruit de notre propre travail. Le jour J arrive. Nous présentons notre campagne devant un jury composé de professeurs et de professionnels du marketing. Je sens l'adrénaline monter en moi alors que je prends la parole. Mais ce n'est pas la même nervosité que lors de mes premières interventions à l'université. Cette fois, je suis confiant, pas à cause de mon nom ou de ma position, mais parce que je crois en notre travail. Notre présentation est un succès. Le jury est impressionné par notre approche innovante et notre travail d'équipe. Lorsque les résultats sont annoncés quelques jours plus tard, c'est notre groupe qui remporte la compétition. L'euphorie qui suit est indescriptible. Nous célébrons notre victoire dans un petit bar près du campus, riant et parlant de nos projets d'avenir. Pour la première fois depuis que j'ai quitté Paris, je me sens vraiment à ma place. Cependant, au milieu de cette joie, je remarque un autre étudiant qui nous observe de loin. C'est Javier, un élève brillant mais solitaire, connu pour sa compétitivité acharnée. Son regard est froid, calculateur. Je frissonne involontairement, me rappelant soudain que même dans ce nouveau monde que je me suis créé, tout n'est pas rose. Les jours suivants, je sens le regard de Javier sur moi dans les couloirs de l'université. Il y a quelque chose dans sa manière de m'observer qui me met mal à l'aise. Un jour, alors que je sors de la bibliothèque, il m'accoste. « Félicitations pour votre victoire, Alex.
dit-il d'un ton qui ne sonne pas du tout comme des félicitations. C'était surprenant. Pour quelqu'un qui semblait si perdu au début du semestre, tu t'es remarquablement bien adapté. Je sens mon cœur s'accélérer. Merci, je réponds prudemment. J'ai beaucoup travaillé. Oui, j'en suis sûr, dit-il avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. C'est juste que certaines de tes idées semblaient presque professionnelles, comme si tu avais déjà de l'expérience dans le domaine. Je m'efforce de garder mon calme. J'ai fait beaucoup de recherches et nous avons tous travaillé dur en équipe. Javier hoche la tête, mais je vois bien qu'il n'est pas convaincu. Bien sûr. Bonne journée, Alex. Alors qu'il s'éloigne, je sens une boule se former dans mon estomac. Javier a-t-il des soupçons? A-t-il remarqué quelque chose qui pourrait compromettre ma couverture? Cette rencontre jette une ombre sur ma victoire. Je réalise que plus je réussis, plus je risque d'attirer l'attention. Et l'attention est la dernière chose dont j'ai besoin si je veux garder mon secret. Les semaines suivantes sont un mélange de haut et de bas. D'un côté, notre victoire à la compétition a renforcé mes liens avec Maria, Carlos, Sofia et Lucas. Nous sommes devenus un groupe soudé, passant du temps ensemble, en dehors des cours, étudiant ensemble, partageant nos rêves et nos craintes. De l'autre, je sens que Javier continue de m'observer. Parfois, je le surprends en train de me regarder pendant les cours ou de poser des questions sur moi à d'autres étudiants. Cette surveillance constante me rend nerveux, me rappelant constamment que je vis un mensonge. Un soir, alors que nous travaillons sur un nouveau projet de groupe, Maria remarque ma distraction. « Alex, ça va? Tu sembles préoccupé ces derniers temps. » Je force un sourire. « Tout va bien. Juste un peu de stress avec tous ces projets. Mais Maria n'est pas dupe. Tu sais que tu peux nous parler si quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? Nous sommes tes amis. » Ces mots me touchent profondément. Amis. C'est vrai, ils sont devenus mes amis. De vrais amis qui m'apprécient pour qui je suis, pas pour ce que je possède. Et pourtant, je leur mens constamment sur mon identité. Ce soir-là, de retour dans mon petit studio, je fixe le plafond, incapable de dormir. Je repense à la lettre de ma mère, à sa promesse d'une vie authentique. Suis-je vraiment en train de vivre de manière authentique si je cache une partie si importante de qui je suis? Mais comment pourrais-je leur dire la vérité sans risquer de tout perdre? Comment réagiraient-ils en apprenant que le Alex qu'ils connaissent n'est qu'une façade, que derrière se cache Alexandre Dubois, l'héritier milliardaire? Je me tourne et me retourne dans mon lit, tiraillé entre mon désir d'honnêteté et ma peur de perdre cette nouvelle vie que j'ai construite. Pour la première fois depuis mon arrivée à Barcelone, je me demande si j'ai fait le bon choix en venant ici, en prétendant être quelqu'un d'autre. Alors que l'aube pointe à travers ma fenêtre, je n'ai toujours pas trouvé de réponse. Mais une chose est claire, les ombres du passé que j'ai essayé de fuir commencent à me rattraper. Et je vais devoir décider une fois pour toutes qui je veux vraiment être. Les jours s'écoulent et je me retrouve à jongler constamment entre deux vies. D'un côté, il y a Alex Moreau, l'étudiant brillant qui s'est fait une place à l'Université de Barcelone. De l'autre, Alexandre Dubois qui gère discrètement les affaires de Dubois Industries à distance. C'est un équilibre précaire et je sens que le moindre faux pas pourrait tout faire s'écrouler. Un matin, alors que je me prépare pour les cours, mon téléphone vibre. C'est un message de mon père. Urgent. Besoin de toi pour une vidéoconférence ce soir. 20h, heure de Paris. Mon cœur s'accélère. Ce soir, j'ai prévu de sortir avec Maria, Carlos et les autres pour fêter la fin des examens de mi-semestre. Comment puis-je gérer les deux sans éveiller les soupçons? La journée passe dans un brouillard d'anxiété. Pendant les cours, je suis distrait, mon esprit oscillant entre les équations financières au tableau et les scénarios catastrophes qui se jouent dans ma tête. Et si quelqu'un découvrait mon secret? Et si je perdais tout ce que j'ai construit ici? À la fin de la journée, je prends Maria à part. Je suis désolé, je lui dis, mais je ne pourrai pas venir ce soir. J'ai un appel important de ma famille. Maria fronce les sourcils. Tout va bien, Alex? Tu sembles stressé ces derniers temps. Je force un sourire. Tout va bien, ne t'inquiète pas. C'est juste des affaires de famille. Elle hoche la tête, mais je vois bien qu'elle n'est pas convaincue. Tu sais que tu peux nous parler, n'est-ce pas? Nous sommes là pour toi. Ces mots me touchent et me blessent à la fois. Je voudrais tant pouvoir lui dire la vérité, mais la peur me retient. De retour dans mon studio, je me prépare pour la vidéoconférence. J'enfile une chemise propre.
Je lisse mes cheveux. Dans le miroir, je vois Alexandre Dubois émerger, effaçant temporairement Alex Moreau. La conférence est intense. Il y a un problème avec l'un de nos principaux fournisseurs et mon père a besoin de mon avis sur la meilleure façon de gérer la situation. Pendant 2 heures, je suis plongé dans le monde des affaires, jonglant avec des chiffres, des stratégies, des implications à long terme. Quand la conférence se termine, il est presque minuit. Je suis épuisé, mais aussi étrangement énergisé. Cette partie de moi, l'homme d'affaires, l'héritier, est toujours là, juste sous la surface. Mon téléphone vibre à nouveau. C'est un message de Maria. « J'espère que tout va bien avec ta famille. Tu nous as manqué ce soir, on se voit demain ?» La culpabilité me submerge. Je leur ai menti encore une fois. Combien de temps pourrais-je continuer ainsi? Le lendemain, à l'université, je sens que quelque chose a changé. Mes amis me regardent différemment, avec une pointe d'inquiétude dans leurs yeux. Ai-je laissé transparaître quelque chose? Mon masque commence-t-il à se fissurer? Pendant le déjeuner, Carlos aborde le sujet. « Alex, on s'inquiète pour toi. Tu sembles distant ces derniers temps. Il y a quelque chose dont tu voudrais nous parler ?» Je sens tous les regards se tourner vers moi. Maria, Sofia, Lucas, tous attendent ma réponse. C'est le moment parfait pour tout avouer, pour être enfin honnête avec ces personnes qui sont devenues si importantes pour moi. Mais la peur me paralyse. Et si je perdais tout en révélant la vérité? Et s'ils me rejetaient, pensant que je les ai manipulés tout ce temps? Je suis désolé, je bégais. C'est juste que les études me stressent beaucoup. Et il y a des problèmes dans ma famille. Mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. Je vois le doute dans leurs yeux, mais ils n'insistent pas. L'atmosphère reste tendue pour le reste du repas et je sens que j'ai peut-être perdu une occasion importante. Les jours suivants sont difficiles. Je sens que mes amis me surveillent, cherchant des signes de ce qui ne va pas. En même temps, la pression de Dubois Industries s'intensifie. Mon père m'appelle plus souvent, me demandant mon avis sur des décisions importantes. Un soir, alors que je sors de la bibliothèque après une longue session d'études, je tombe nez à nez avec Javier. Son regard est froid, calculateur. « Bonsoir, Alex », dit-il d'un ton doucereux. Ou devrais-je dire « Alexandre ». Mon sang se glace dans mes veines. Comment peut-il savoir? Javier sourit, visiblement satisfait de ma réaction. Tu sais, la curiosité est un vilain défaut, mais c'est aussi une qualité précieuse pour un futur homme d'affaires. J'ai fait quelques recherches sur toi, Alex Moreau, ou plutôt sur l'absence d'Alex Moreau dans les registres officiels. Je reste muet, incapable de formuler une réponse cohérente. Ne t'inquiète pas, continue Javier. Ton secret est en sécurité avec moi, pour l'instant. Mais je me demande ce que diraient tes amis s'ils savaient que tu leur as menti tout ce temps. Ou ce que dirait l'université si elle apprenait qu'un de ses étudiants n'est pas celui qu'il prétend être. La menace est à peine voilée. Je sens la panique monter en moi, mais je m'efforce de garder mon calme. « Que veux-tu, Javier ?» Je demande, ma voix à peine plus qu'un murmure. Il hausse les épaules avec une nonchalance feinte. « Pour l'instant, rien. Je voulais juste que tu saches que je sais. On ne sait jamais quand une telle information pourrait être utile. » Sur ces mots, il s'éloigne, me laissant seul avec ma peur et mes doutes. Cette nuit-là, je ne dors pas. Je tourne et retourne dans mon lit, rejoins la conversation avec Javier dans ma tête. Comment a-t-il découvert? Qui d'autre pourrait savoir? Que va-t-il faire de cette information? Le lendemain matin, je me réveille avec des cernes sous les yeux et un nœud à l'estomac. À l'université, je suis distrait, nerveux. Chaque regard, chaque chuchotement me paraît suspect. Est-ce que tout le monde sait? Est-ce qu'il parle de moi? Maria remarque mon état. « Alex, tu es sûr que ça va? Tu as l'air malade. » Je force un sourire. Juste une mauvaise nuit. Ça va passer. Mais ça ne passe pas. Les jours suivants sont un enfer. Je sursaute à chaque fois que mon téléphone sonne, craignant que ce soit Javier qui appelle pour faire du chantage. Je vérifie constamment par-dessus mon épaule, persuadé que quelqu'un m'observe. Cette paranoïa affecte mes études. Mes notes commencent à baisser, je participe moins en classe. Mes amis s'inquiètent de plus en plus, mais je les repousse, craignant de laisser échapper quelque chose qui pourrait me trahir. Un soir, alors que je suis seul dans mon studio, fixant mon reflet dans le miroir, je réalise que je ne peux plus continuer ainsi. Cette double vie me détruit à petit feu. Je dois faire un choix. Continuer à vivre dans le mensonge et la peur ou prendre le risque d'être honnête
quelles qu'en soient les conséquences. Je prends mon téléphone et compose le numéro de mon père. Quand il décroche, ma voix tremble légèrement. « Papa, il faut qu'on parle. Je crois que j'ai fait une erreur. » Mon père écoute patiemment alors que je lui raconte tout. Mes difficultés à jongler entre mes deux vies, la menace de Javier, ma peur de perdre mes nouveaux amis. Quand j'ai fini, il reste silencieux pendant un long moment. Finalement, il parle. « Alexandre, je comprends pourquoi tu as fait ça. Et je suis fier de voir l'homme que tu es devenu. Mais tu ne peux pas continuer à vivre dans le mensonge. Il est temps de faire face à la vérité, quelle qu'elle soit. » Ces paroles résonnent en moi. Je sais qu'il a raison. Il est temps d'arrêter de fuir, d'affronter la réalité. « Que dois-je faire ?» je demande, ma voix à peine audible. « Sois honnête, » répond mon père. « Avec tes amis, avec l'université, avec toi-même. C'est la seule façon d'avancer. » Après avoir raccroché, je reste assis dans l'obscurité de mon studio pendant des heures, réfléchissant à ce que je dois faire. La peur et l'incertitude me rongent, mais au fond de moi, je sais que mon père a raison. Le lendemain matin, je me réveille avec une résolution nouvelle. Je vais dire la vérité, quoi qu'il en coûte. Je ne peux plus vivre dans le mensonge. Je prends mon téléphone et envoie un message à Maria, Carlos, Sofia et Lucas. Il faut qu'on parle. C'est important. Rendez-vous ce soir au café près du campus. Alors que j'appuie sur « Envoyer », je sens un mélange de peur et de soulagement. Quoi qu'il arrive ce soir, une chose est certaine. La vie d'Alex Moreau, telle que je la connaissais, est sur le point de changer à jamais. Le soleil se couche sur Barcelone, baignant la ville d'une lueur dorée. Je marche lentement vers le café, chaque pas me rapprochant de ce qui pourrait être la fin de la vie que j'ai construite ici. Mon cœur bat la chamade, mes mains sont moites. Je n'ai jamais été aussi nerveux de ma vie. J'arrive au café avant mes amis. Je choisis une table au fond, loin des oreilles indiscrètes. Le serveur vient prendre ma commande, mais je suis trop anxieux pour avaler quoi que ce soit. Je me contente d'un verre d'eau que je fais tourner entre mes mains tremblantes. Maria arrive la première. Son visage s'illumine quand elle me voit, mais son sourire s'efface rapidement quand elle remarque mon expression tendue. « Alex, qu'est-ce qui se passe ?»« Attendons les autres », je murmure. Elle s'assied en face de moi, son regard inquiet ne me quittant pas. Carlos, Sofia et Lucas arrivent peu après. Ils s'installent autour de la table, l'atmosphère chargée d'appréhension. Je prends une profonde inspiration, essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. « Merci d'être venu. » Je commence, ma voix à peine plus qu'un murmure. « J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Leurs regards sont fixés sur moi, un mélange de curiosité et d'inquiétude dans leurs yeux. Je ferme les miens un instant, rassemblant tout mon courage. « Je vous ai menti, » je lâche finalement. « À vous tous, depuis le début. » Un silence de plomb s'abat sur la table. Je peux presque entendre leur respiration s'arrêter. Je ne m'appelle pas Alex Moreau. Mon vrai nom est Alexandre Dubois. Je suis l'héritier de Dubois Industries. Les mots sortent de ma bouche comme un torrent. Impossible à arrêter maintenant que les vannes sont ouvertes. Je leur raconte tout. Ma vie à Paris, mon sentiment de vide, la lettre de ma mère, ma décision de tout quitter pour venir étudier incognito à Barcelone. Pendant que je parle, je vois une myriade d'émotions passer sur leur visage. Choc, confusion, incrédulité, et quelque chose qui ressemble dangereusement à de la trahison. Quand j'ai fini, le silence qui suit est assourdissant. Maria est la première à le briser. « Pourquoi ?» demande-t-elle simplement, sa voix tremblante d'émotion. « Pourquoi nous mentir ?» Je baisse les yeux, incapable de soutenir son regard. Je voulais savoir ce que c'était que d'être apprécié pour qui je suis vraiment, pas pour mon nom ou mon argent. Je voulais vivre une vie normale, authentique. « Authentique !» s'exclame Carlos, la colère perçant dans sa voix. « Tu appelles ça authentique, nous mentir pendant des mois ?» Sofia reste silencieuse, son visage indéchiffrable. Lucas secoue la tête, visiblement déçu. « Je suis désolé, » je murmure. « Je sais que j'aurais dû vous le dire plus tôt. J'avais peur de vous perdre. » « Et maintenant ?» demande Maria. « Qu'est-ce que ça change? Es-tu toujours notre ami Alex ou es-tu devenu quelqu'un d'autre maintenant que nous connaissons ton vrai nom ?» Sa question me frappe de plein fouet. Qui suis-je vraiment? Alex Moreau ou Alexandre Dubois? Ou peut-être un mélange des deux? Je suis toujours moi, je réponds doucement. Tout ce que nous avons vécu ensemble, tout ce que je vous ai dit sur mes pensées,
mes sentiments, mes rêves. Tout cela était vrai. La seule chose que j'ai changée était mon nom et mon passé. Un silence pesant s'installe à nouveau. Je peux presque voir les rouages tourner dans leur tête, essayant de réconcilier l'ami qu'ils connaissaient avec cette nouvelle information. Finalement, c'est Sophia qui rompt le silence. « Je comprends pourquoi tu l'as fait, » dit-elle doucement. « Ça ne veut pas dire que je l'approuve, mais je comprends. » Son intervention semble briser la tension. Carlos soupire profondément. « J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, dit-il. C'est beaucoup à assimiler. » Lucas hoche la tête en accord. « Ouais, mec, c'est... Waouh !» Je ne sais pas quoi dire. Maria me regarde longuement, ses yeux scrutant mon visage comme si elle essayait de voir au-delà du masque que j'ai porté pendant si longtemps. « Je suis blessée que tu ne nous aies pas fait confiance plus tôt, » dit-elle finalement. « Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Ça va prendre du temps, mais je pense que nous pouvons surmonter ça. » Ces mots sont comme un baume sur mon cœur meurtri. Je sens les larmes me monter aux yeux. « Merci », je murmure. « Vous ne pouvez pas savoir à quel point cela compte pour moi. » Nous restons assis en silence pendant un moment, chacun perdu dans ses pensées. Puis, lentement, la conversation reprend. Il me pose des questions sur ma vie à Paris, sur l'entreprise, sur mes raisons de venir à Barcelone. Je réponds honnêtement, soulagé de pouvoir enfin partager toute la vérité. Alors que la soirée avance, je sens un changement subtil dans l'atmosphère. La tension initiale s'estompe progressivement, remplacée par une curiosité sincère et peut-être les prémices du pardon. Quand nous nous séparons finalement, aux petites heures du matin, je me sens à la fois épuisé et soulagé. Ce n'est pas parfait, loin de là. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour regagner pleinement leur confiance. Mais c'est un début. Le lendemain, à l'université, l'ambiance est étrange. Mes amis sont distants, mais pas hostiles. Je peux sentir leur regard sur moi, comme s'ils essayaient de réconcilier l'Alex qu'ils connaissaient avec l'Alexandre qu'ils viennent de découvrir. Pendant le cours de marketing, le professeur annonce un nouveau projet de groupe. À ma grande surprise, Maria, Carlos, Sophia et Lucas choisissent de travailler avec moi. C'est un petit geste, mais il signifie beaucoup. Après le cours, alors que nous commençons à discuter du projet, je sens une présence derrière moi, c'est Javier. « Alors, Alexandre ?» dit-il avec un sourire narquois. « On dirait que ton petit secret n'en est plus un. » Je me raidis, prêt à affronter ces menaces. Mais avant que je puisse répondre, Maria intervient. « Ce ne sont pas tes affaires, Javier, » dit-elle fermement. « Alex est notre ami, peu importe son nom. » Je la regarde, surpris et reconnaissant. Carlos, Sophia et Lucas se rangent à ses côtés, formant un mur protecteur entre Javier et moi. Javier recule, visiblement décontenancé par cette démonstration de solidarité. « Comme vous voulez », marmonne-t-il avant de s'éloigner. Je me tourne vers mes amis, ému. « Merci », je dis simplement. Carlos hausse les épaules. « C'est ce que font les amis, » dit-il, « même quand ils sont encore un peu en colère contre toi. » Nous rions tous, et pour la première fois depuis des semaines, je sens un poids s'enlever de mes épaules. Les jours suivants sont un mélange de moments difficiles et de petites victoires. Il y a des conversations tendues, des silences gênants, mais aussi des éclats de rire et des moments de complicité retrouvés. Un soir, alors que nous travaillons tard sur notre projet, Maria me prend à part. « Tu sais, » dit-elle doucement, « je commence à comprendre pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Ça ne veut pas dire que c'était la bonne chose à faire, mais je comprends. » Je hoche la tête, reconnaissant. « Je suis vraiment désolé de vous avoir menti. Vous êtes les meilleurs amis que j'ai jamais eus, et je ne voulais pas risquer de vous perdre. » Elle sourit légèrement. « Tu ne nous aurais pas perdus en étant honnête, Alex, ou Alexandre. Peu importe comment tu veux qu'on t'appelle. Alex, je réponds sans hésiter. Je préfère Alex. C'est le nom de la personne que je suis devenu ici, avec vous. » Maria hoche la tête. « Alex, alors, écoute, ça va prendre du temps pour que les choses redeviennent comme avant. Mais nous sommes tes amis, nous sommes là pour toi. » Ces mots me touchent profondément. Pour la première fois depuis que j'ai révélé la vérité, je sens un véritable espoir pour l'avenir. Cependant, alors que je commence à reconstruire mes relations avec mes amis, je réalise que j'ai encore un défi à relever. L'université. Je sais que je dois être honnête avec l'administration sur mon véritable nom et mon passé. Le cœur lourd, je prends rendez-vous avec le doyen. L'entretien est tendu, difficile.
Je lui explique tout, m'excusant pour ma tromperie tout en soulignant que mes résultats académiques sont entièrement les miens. Le doyen m'écoute en silence, son visage impassible. Quand j'ai fini, il pousse un long soupir. « Monsieur Dubois, dit-il, ce que vous avez fait est très grave. Vous avez enfreint plusieurs règles de l'université. » Je baisse la tête, prêt à accepter les conséquences de mes actes. « Cependant, continue-t-il, vos résultats académiques sont excellents et vous avez choisi de venir nous avouer la vérité de votre propre chef. Nous allons devoir en discuter avec le conseil d'administration, mais je pense que nous pouvons trouver une solution qui vous permettra de continuer vos études ici, sous votre vrai nom cette fois. » Le soulagement m'envahit. « Merci, monsieur le doyen. Je vous promets que je ne vous décevrai pas. » En sortant du bureau du doyen, je me sens à la fois épuisé et soulagé. Les derniers jours ont été une montagne russe émotionnelle, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sens libre. Je ne suis plus prisonnier de mon mensonge, de ma double vie. Je peux enfin être moi-même, complètement et authentiquement. Ce ne sera pas facile. Il y aura des défis à relever, des relations à reconstruire, une confiance à regagner. Mais alors que je marche dans les couloirs de l'université, je me sens optimiste. J'ai des amis qui m'acceptent pour qui je suis vraiment. J'ai une chance de poursuivre mes études, de tracer ma propre voie. Je sors mon téléphone et compose le numéro de mon père. Il est temps de lui dire que j'ai finalement trouvé ma place, que je suis prêt à être à la fois Alexandre Dubois et Alex Moreau. Que je suis prêt à affronter l'avenir, quel qu'il soit. Les semaines qui suivent ma révélation sont comme un exercice d'équilibriste. D'un côté, je dois naviguer dans les eaux troubles de mes relations avec mes amis, tentant de reconstruire la confiance que j'ai brisée. De l'autre, je dois faire face aux conséquences administratives de mon mensonge à l'université. Le conseil d'administration de l'université a finalement décidé de me permettre de poursuivre mes études, mais pas sans condition. Je dois effectuer des heures de service communautaire au sein de l'université et participer à des séminaires d'éthique. C'est un petit prix à payer pour la chance de continuer, et j'accepte ces conditions avec gratitude. Mes amis, quant à eux, oscillent entre l'acceptation et la méfiance. Il y a des jours où tout semble presque revenu à la normale, où nous rions et plaisantons comme avant. Puis il y a des moments où je surprends un regard méfiant, où une conversation s'arrête brusquement à mon approche. Maria est celle qui semble avoir le plus de mal à se faire à la situation. Un jour, alors que nous travaillons sur un projet ensemble à la bibliothèque, elle pose soudainement son stylo et me regarde droit dans les yeux. « Alex, ou devrais-je dire Alexandre ?» demande-t-elle, une pointe d'amertume dans la voix. « Alex ?» je réponds doucement. « Je préfère toujours Alex. » Elle hoche la tête, semblant peser ses mots suivants. « Je pensais que je te connaissais, » dit-elle finalement, « mais maintenant je me demande si tout n'était qu'un acte. » Ces paroles me font mal, mais je comprends sa douleur. « Maria, » je dis, choisissant soigneusement mes mots, « tout ce que tu as vu de moi ici était réel. Mes luttes, mes joies, mes espoirs, tout ça, c'était le vrai moi. La seule chose que j'ai changée était mon nom et mon passé. » Elle me regarde longuement, cherchant la vérité dans mes yeux. « Je veux te croire, » murmure-t-elle finalement, « mais ça va prendre du temps. » Je hoche la tête, reconnaissant. « Je comprends. Et je suis prêt à attendre, à prouver que je suis toujours la personne que tu as appris à connaître. » Cet échange avec Maria me fait réaliser que regagner la confiance de mes amis ne sera pas un processus rapide ou facile. Mais je suis déterminé à y parvenir, quoi qu'il en coûte. Pendant ce temps, ma vie prend un tournant inattendu. Mon père, impressionné par ma décision de révéler la vérité et de faire face aux conséquences, me propose un nouveau défi. Il veut que je commence à m'impliquer davantage dans l'entreprise familiale, mais d'une manière qui s'aligne avec mes études et mes nouvelles valeurs. « Alexandre, » me dit-il lors d'un appel vidéo, « je pense qu'il est temps que tu commences à prendre des responsabilités dans l'entreprise. Mais je ne veux pas que tu abandonnes tes études ou ta nouvelle vie à Barcelone. J'ai une proposition pour toi. » Il m'explique son idée. Créer une branche de Dubois Industries dédiée à l'innovation sociale et au développement durable, basée à Barcelone. Je serai chargé de la diriger, tout en poursuivant mes études. L'idée me séduit immédiatement. C'est une chance de concilier mon héritage avec mes nouvelles aspirations, de faire quelque chose de significatif avec les ressources à ma disposition. « Qu'en penses-tu » demande mon père. « J'accepte.
Je réponds sans hésiter. Mais à une condition, je veux impliquer mes amis dans ce projet. Ils ont des compétences et des perspectives uniques qui pourraient être précieuses. Mon père sourit. C'est exactement le genre d'initiative que j'espérais voir de ta part. Vas-y, monte ton équipe. Excité par cette nouvelle opportunité, je décide d'en parler à mes amis. Je les invite tous à dîner dans mon petit appartement, une première depuis que j'ai révélé mon véritable nom. Lorsqu'ils arrivent, je peux sentir une certaine tension dans l'air, mais au fur et à mesure que la soirée avance et que je leur explique mon idée, je vois leurs yeux s'illuminer d'intérêt. Donc, si je comprends bien, dit Carlos, tu veux créer une branche de ton entreprise familiale dédiée à l'innovation sociale et au développement durable, et tu veux qu'on travaille avec toi sur ce projet? Je hoche la tête. Exactement. Vous avez tous des compétences uniques qui seraient précieuses pour ce projet. Maria, ta passion pour le marketing éthique serait parfaite pour communiquer sur nos initiatives. Carlos, tes connaissances en finance nous aideraient à créer des modèles économiques durables. Sophia, ton intérêt pour la technologie verte serait crucial pour nos projets d'innovation. Et Lucas, ta compréhension des dynamiques sociales locales serait inestimable pour s'assurer que nos projets ont un réel impact positif. Il y a un moment de silence alors qu'ils assimilent l'information. Puis, à ma grande surprise, c'est Maria qui parle en premier. « Je suis partante », dit-elle. « C'est une opportunité incroyable de faire quelque chose de significatif. » Les autres acquiescent, bien que je puisse voir une lueur d'hésitation dans leurs yeux. « Écoutez, » je dis, « je sais que les choses ont été compliquées entre nous ces derniers temps. Je sais que j'ai brisé votre confiance, mais je vois ça comme une chance de repartir sur de nouvelles bases. De construire quelque chose ensemble, en toute transparence cette fois. » Lentement, je vois leurs réserves fondre. Carlos sourit. « Ça va être un sacré défi, » dit-il. « Mais je suis partant. » Sophia et Lucas acquiescent également. Les semaines suivantes sont un tourbillon d'activités. Entre les cours, mes heures de service communautaire et la mise en place de notre nouveau projet, je n'ai guère le temps de respirer. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sens vraiment vivant. Nous travaillons d'arrache-pied pour développer notre concept. Maria élabore une stratégie de communication axée sur la transparence et l'impact social. Carlos plonge dans les chiffres, cherchant des moyens de rendre nos projets financièrement viables, tout en maximisant leur impact social. Sophia explore les dernières innovations en matière de technologie verte, tandis que Lucas établit des contacts avec des organisations locales pour comprendre les besoins réels de la communauté. Au fil du temps, je vois nos relations se reconstruire à travers ce travail commun. Les conversations deviennent plus naturelles, la confiance se rétablit progressivement. Il y a encore des moments de tension, des rappels douloureux de mon mensonge passé, mais ils deviennent de plus en plus rares. Un soir, alors que nous travaillons tard dans un espace de coworking que nous avons loué pour notre projet, Maria s'approche de moi. « Tu sais, » dit-elle doucement, « je commence à voir le Alex que je connaissais dans l'Alexandre que tu es vraiment. » Ces mots me touchent profondément. « Je suis toujours la même personne », je réponds. « J'essaie juste d'être la meilleure version de moi-même, qu'il s'agisse d'Alex ou d'Alexandre. » Elle sourit. Je commence à le voir, et je dois admettre, j'aime ce que je vois. Ce moment marque un tournant dans notre relation. Peu à peu, je sens que mes amis commencent à vraiment m'accepter pour qui je suis, avec mon passé compliqué et mon présent en évolution. Cependant, alors que notre projet prend de l'ampleur, de nouveaux défis apparaissent. Nous commençons à attirer l'attention des médias locaux, curieux de cette nouvelle initiative lancée par l'héritier de Dubois Industries. Soudain, je me retrouve projeté sous les feux des projecteurs, jonglant entre mon rôle d'étudiant, d'entrepreneur social et d'héritier d'une fortune. La pression est intense. Il y a des jours où je me demande si j'ai fait le bon choix en révélant mon identité, en prenant ces nouvelles responsabilités. Mais chaque fois que le doute m'assaille, je regarde autour de moi. Je vois mes amis, travaillant avec passion sur notre projet. Je vois l'impact que nous commençons à avoir, même à petite échelle. Un jour, alors que nous visitons un centre communautaire local que notre projet a aidé à rénover, une jeune fille s'approche de moi. « Merci », dit-elle simplement. « Grâce à vous, j'ai un endroit sûr où étudier après l'école. » C'est à ce moment-là que je réalise pleinement l'importance de ce que nous faisons. Ce n'est pas seulement un projet d'entreprise ou un moyen de me racheter auprès de mes amis.
C'est une chance de faire une réelle différence dans la vie des gens. Alors que je regarde mes amis interagir avec les membres de la communauté, je sens une vague de gratitude m'envahir. Malgré tous les défis, tous les obstacles, je suis exactement là où je dois être. Je sors mon téléphone et compose le numéro de mon père. « Papa », je dis quand il décroche, « je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes en train de créer quelque chose de vraiment spécial ici. »« Je n'en doute pas, Alexandre, » répond-il, et je peux entendre la fierté dans sa voix. « Tu as trouvé ta voie, et je suis fier de toi. » En raccrochant, je réalise que j'ai enfin trouvé un équilibre entre qui j'étais et qui je veux être, entre Alexandre Dubois et Alex Moreau, entre mon héritage et mes aspirations. Le chemin à parcourir est encore long, et je sais qu'il y aura d'autres défis à relever. Mais pour la première fois depuis que j'ai quitté Paris, je me sens vraiment à ma place, prêt à affronter l'avenir, quel qu'il soit. Les mois passent, et notre projet prend de l'ampleur. Ce qui a commencé comme une petite initiative étudiante est en train de devenir une véritable force de changement à Barcelone. Nous avons étendu nos activités, travaillant maintenant sur plusieurs fronts. Rénovation de centres communautaires, programme de formation pour les jeunes défavorisés, initiative de durabilité urbaine. Notre équipe s'est également agrandie. En plus de mon cercle d'amis proches, nous avons recruté d'autres étudiants passionnés, créant une véritable synergie entre l'université et le monde de l'entreprise. C'est exactement ce que j'avais espéré. Un pont entre mon passé privilégié et mon désir de faire une différence concrète. Cependant, avec la croissance viennent de nouveaux défis. La gestion d'une équipe plus importante, la coordination de multiples projets, les relations avec les partenaires locaux et les autorités, tout cela demande un niveau de leadership que je n'avais jamais eu à exercer auparavant. Un matin, alors que je me prépare pour une importante réunion avec le maire de Barcelone, je me regarde dans le miroir. Le visage qui me fixe n'est ni tout à fait celui d'Alexandre Dubois, l'héritier milliardaire, ni celui d'Alex Moreau, l'étudiant ordinaire. C'est un mélange des deux, une nouvelle identité forgée par mes expériences des derniers mois. Maria frappe à la porte de mon appartement, me sortant de mes réflexions. « Prêt pour le grand jour ?» demande-t-elle avec un sourire encourageant. Je hoche la tête, ajustant ma cravate une dernière fois. « Aussi près que possible. Tu es sûr que notre présentation est au point ?»« Arrête de t'inquiéter, » dit-elle en riant. « Nous avons répété 1 million de fois. Tout ira bien. » Nous nous rendons à la mairie où le reste de l'équipe nous attend. Carlos, Sofia et Lucas sont là, ainsi que plusieurs autres membres de notre équipe élargie. Tous ont l'air nerveux mais déterminés. La réunion avec le maire est intense. Nous présentons notre vision d'une Barcelone plus verte et plus inclusive, détaillant nos projets et nos réussites jusqu'à présent. Le maire écoute attentivement, posant des questions pointues qui mettent à l'épreuve notre préparation. À la fin de la présentation, il y a un moment de silence. Puis le maire se lève et nous serre la main à chacun. « Je suis impressionné, dit-il. Votre projet montre exactement le type d'initiative dont notre ville a besoin. Vous avez mon soutien. » La joie et le soulagement qui déferlent sur notre équipe sont palpables. Nous sortons de la mairie euphorique, sachant que nous venons de franchir une étape majeure. Cette victoire marque un tournant dans notre projet, mais aussi dans ma vie personnelle. Je réalise que j'ai enfin trouvé un équilibre entre mes différentes identités. Je ne suis plus déchiré entre Alexandre et Alex, entre l'héritier et l'étudiant. J'ai créé une nouvelle identité qui englobe tous ces aspects de moi-même. Cependant, ce succès apporte aussi de nouvelles pressions. Les médias s'intéressent de plus en plus à notre initiative, et je me retrouve souvent sous les feux des projecteurs. Des articles commencent à paraître, me décrivant comme « l'héritier rebelle qui veut changer le monde ». Cette attention médiatique a des répercussions inattendues sur ma vie à l'université. Certains étudiants, qui m'avaient ignoré ou méprisé quand ils pensaient que j'étais un étudiant ordinaire, cherchent maintenant à se rapprocher de moi. D'autres, en revanche, m'accusent d'utiliser l'université comme une plateforme pour ma propre gloire. Un jour, alors que je sors d'un cours, je suis confronté par un groupe d'étudiants mené par Javier. « Alors, Dubois », lance-t-il d'un ton sarcastique, « on joue les sauveurs maintenant. Tu crois que quelques projets caritatifs vont effacer le fait que tu nous as tous menti ?» Je sens la colère monter en moi, mais je me force à rester calme. « Je ne prétends pas être un sauveur, Javier », je réponds. Je cherche simplement à utiliser les ressources à ma disposition pour faire quelque chose de positif. Et je n'ai jamais nié mes erreurs passées.
Avant que la situation ne puisse s'envenimer, Maria et Carlos arrivent, se plaçant à mes côtés. « Laisse tomber, Javier », dit Carlos fermement. « Alex a prouvé sa valeur par ses actions, pas par son nom de famille. » Javier nous lance un dernier regard noir avant de s'éloigner avec son groupe. Cette confrontation me laisse secoué, me rappelant que malgré tous mes progrès, il y aura toujours des gens qui douteront de moi. Le soir, je retrouve mes amis dans notre espace de coworking. L'ambiance est tendue, l'incident avec Javier pesant sur nos esprits. « Ne laisse pas des gens comme Javier te déstabiliser », dit Sofia doucement. « Ce que nous faisons est important, peu importe ce que les autres en pensent. » Je hoche la tête, reconnaissant de leur soutien. « Vous avez raison. C'est juste, parfois je me demande si je ne fais pas plus de mal que de bien en étant ici. » Maria pose sa main sur mon épaule. « Alex, regarde tout ce que nous avons accompli, les vies que nous avons changées. Tu as peut-être commencé avec un mensonge, mais tu as créé quelque chose de vrai et de précieux. » Ces paroles me touchent profondément. Je réalise que malgré tous les défis, malgré les doutes et les critiques, nous sommes en train de faire une réelle différence. Les semaines suivantes sont un tourbillon d'activités. Nous lançons de nouveaux projets, étendons nos partenariats et continuons à naviguer dans les eaux parfois troubles de la notoriété croissante. Un jour, alors que nous travaillons tard sur un nouveau projet, je reçois un appel inattendu. C'est le doyen de l'université. « Monsieur Dubois, dit-il, j'ai suivi de près vos activités ces derniers mois. Je dois dire que je suis impressionné par ce que vous et votre équipe avez accompli. » Je retiens mon souffle, me demandant où il veut en venir. « J'aimerais vous proposer quelque chose, » continue-t-il. « Nous envisageons de créer un nouveau programme d'entrepreneuriat social au sein de l'université. Nous aimerions que vous et votre équipe y participiez, peut-être même que vous aidiez à le concevoir. » Je suis stupéfait. C'est une opportunité incroyable, une chance de formaliser et d'étendre l'impact de notre travail. « Ce serait un honneur, monsieur le doyen, » je réponds. « Mais je dois en discuter avec mon équipe. C'est leur projet autant que le mien. » Le doyen approuve et nous convenons de nous rencontrer dans les prochains jours pour en discuter plus en détail. Lorsque je partage cette nouvelle avec mes amis, leur réaction est mitigée. L'excitation est palpable, mais il y a aussi une certaine appréhension. « C'est une opportunité incroyable, » dit Carlos. « Mais est-ce que ça ne risque pas de nous éloigner de notre mission initiale ? Et que se passera-t-il si nous acceptons ?» ajoute Sofia. « Est-ce que ça ne va pas nous surcharger encore plus ?» Je comprends leurs inquiétudes. Nous avons travaillé si dur pour construire quelque chose d'authentique et d'indépendant. L'idée de l'intégrer à une structure plus large est à la fois excitante et effrayante. « Écoutez, je dis finalement, nous n'avons pas à prendre une décision tout de suite. Rencontrons le doyen, écoutons ce qu'il a à proposer. Ensuite, nous déciderons ensemble de la meilleure voie à suivre. » Ils acquiescent et je sens une vague de gratitude m'envahir. Malgré tous les changements, malgré les révélations et les défis, ces personnes sont toujours à mes côtés, prêtes à affronter l'avenir ensemble. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je repense au chemin parcouru. De l'héritier privilégié, fuyant sa vie dorée à Paris, à l'étudiant anonyme luttant pour s'adapter, jusqu'à la personne que je suis devenue aujourd'hui. Quelqu'un qui a trouvé un but, qui a appris la valeur de l'honnêteté et de l'amitié véritable. Je sors mon téléphone et compose le numéro de mon père. Quand il décroche, je dis simplement « Papa, je crois que j'ai enfin trouvé ma voie. » Je l'entends sourire à l'autre bout du fil. « Je n'en ai jamais douté, Alexandre. Je suis fier de toi. » Ces mots si simples et pourtant si puissants résonnent en moi. J'ai parcouru un long chemin et il y a encore tant à faire. Mais pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment à ma place, prêt à affronter tous les défis qui m'attendent. Demain, nous rencontrerons le doyen. Demain, nous prendrons des décisions qui pourraient changer le cours de nos vies. Mais ce soir, je m'endors avec un sentiment de paix et d'accomplissement, sachant que quoi qu'il arrive, j'ai trouvé ma véritable identité et ma véritable famille. Le jour de notre rencontre avec le doyen arrive, chargé d'anticipation et de possibilités. Nous nous réunissons tous dans son bureau spacieux, l'atmosphère tendue d'excitation et d'appréhension. Le doyen nous expose en détail sa vision du nouveau programme d'entrepreneuriat social, et je suis impressionné par l'ampleur de son ambition. « Ce que vous avez accompli avec votre projet est remarquable, » dit-il, nous regardant tour à tour. « Nous voulons capitaliser sur cette énergie, cette passion, et l'étendre à l'ensemble de l'université. Imaginez une nouvelle génération d'étudiants
formés non seulement à réussir dans le monde des affaires, mais aussi à avoir un impact positif sur la société. Ces paroles résonnent profondément en moi, faisant écho à mes propres aspirations. Je regarde mes amis, voyant le même mélange d'excitation et d'incertitude dans leurs yeux. Après la réunion, nous nous retrouvons dans notre espace de coworking pour discuter. Les opinions sont partagées. « C'est une opportunité incroyable », dit Carlos, les yeux brillants d'enthousiasme. « Pensez à l'impact que nous pourrions avoir à une plus grande échelle. » Sophia, cependant, semble plus réservée. « Je suis d'accord que c'est une belle opportunité, mais j'ai peur que nous perdions notre indépendance, notre capacité à agir rapidement et de manière flexible. » Maria hoche la tête, comprenant les deux points de vue. « Peut-être pouvons-nous trouver un équilibre. Accepter de participer au programme tout en maintenant une certaine autonomie pour nos projets actuels. » Je les écoute attentivement, pesant chaque argument. Finalement, je prends la parole. Je pense que Maria a raison. Nous avons une chance unique de partager ce que nous avons appris, d'inspirer d'autres étudiants à s'engager dans l'entrepreneuriat social. Mais nous ne devons pas perdre de vue ce qui rend notre projet spécial, notre passion, notre connexion avec la communauté, notre capacité à innover rapidement. Nous discutons pendant des heures, examinant chaque aspect de la proposition. Finalement, nous parvenons à un consensus. Nous accepterons de participer au programme, mais à nos conditions. Nous voulons garder une certaine indépendance, tout en partageant notre expérience et en aidant à façonner le futur du programme. Les semaines suivantes sont un tourbillon d'activités. Nous travaillons avec l'administration de l'université pour définir les contours du nouveau programme, tout en continuant à gérer nos projets existants. C'est un défi de taille, mais je sens que nous sommes tous galvanisés par cette nouvelle mission. Un soir, alors que nous travaillons tard, Maria s'approche de moi. « Tu sais, » dit-elle doucement, « je n'aurais jamais imaginé que nous en arriverions là quand tu nous as révélé la vérité sur ton identité. » Je souris, repensant à ce moment difficile. Moi non plus. J'avais tellement peur de tout perdre. Et au lieu de ça, tu as tout gagné, dit-elle en riant. Enfin, nous avons tous gagné. Ces mots me touchent profondément. Elle a raison. En choisissant l'honnêteté, en affrontant mes peurs, j'ai gagné bien plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Le lancement officiel du programme d'entrepreneuriat social est un grand événement. L'amphithéâtre est plein à craquer d'étudiants, de professeurs, de représentants du monde des affaires et des médias. Je me tiens sur l'estrade, flanqué de mes amis et du doyen, prêt à présenter notre vision. Alors que je commence à parler, je sens une vague de confiance m'envahir. Ce n'est pas la confiance arrogante de l'ancien Alexandre Dubois, ni la timidité de l'Alex Moreau des premiers jours. C'est quelque chose de nouveau, une assurance née de l'expérience, des défis surmontés, des amitiés forgées dans l'adversité. Nous sommes ici aujourd'hui, je dis, pour redéfinir ce que signifie être un leader dans le monde moderne. Il ne s'agit plus seulement de réussir financièrement, mais de créer un impact positif durable sur notre société et notre environnement. Je parle de notre parcours, de nos succès et de nos échecs, de ce que nous avons appris. Je vois des visages inspirés dans la foule, des yeux brillants d'enthousiasme et de détermination. Après la présentation, alors que nous répondons aux questions et discutons avec les participants, je suis abordé par un homme d'âge mûr. Il se présente comme le PDG d'une grande entreprise de technologie. « Monsieur Dubois, » dit-il, « votre présentation m'a vraiment fait réfléchir. J'aimerais discuter avec vous de la possibilité d'intégrer certains de vos principes dans notre stratégie d'entreprise. Je suis stupéfait. C'est exactement le type d'impact que nous espérions avoir, influencer non seulement les étudiants, mais aussi le monde des affaires dans son ensemble. Les mois qui suivent sont une période de croissance et de défis constants. Le programme d'entrepreneuriat social prend de l'ampleur, attirant des étudiants du monde entier. Nos projets communautaires continuent de se développer, touchant de plus en plus de vies. Mais ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments de doute, des obstacles qui semblent insurmontables. Il y a des nuits blanches à travailler sur des propositions, des désaccords passionnés sur la meilleure façon d'avancer. Un jour, alors que nous sommes en pleine préparation d'un nouveau projet majeur, je reçois un appel inattendu. C'est Javier. « Alex, » dit-il, sa voix hésitante, « je voulais m'excuser pour tout. J'ai été injuste envers toi, envers ce que tu essayais de faire.
Je suis surpris par son appel, mais aussi touché. Merci, Javier, ça signifie beaucoup pour moi. Il y a un moment de silence, puis il continue. En fait, je me demandais, est-ce qu'il y aurait une place pour moi dans votre programme? J'aimerais apprendre, contribuer si possible. Je souris, sentant que nous venons de franchir une autre étape importante. Bien sûr, Javier, nous serions ravis de t'avoir parmi nous. Cette conversation me fait réaliser à quel point les choses ont changé. Non seulement nous avons créé quelque chose de significatif, mais nous avons aussi réussi à inspirer et à transformer les attitudes, même chez ceux qui étaient autrefois nos critiques les plus virulents. Le temps passe et notre impact continue de croître. Nous voyons des diplômés de notre programme lancer leurs propres initiatives sociales, des entreprises adopter des pratiques plus éthiques et durables, des communautés se transformer grâce à nos projets. Un soir, alors que nous célébrons le 3e anniversaire du lancement de notre programme, je regarde autour de moi. La salle est remplie de visages familiers et nouveaux. Mes amis proches, des étudiants inspirés, des partenaires commerciaux, des membres de la communauté dont nous avons changé la vie. Maria s'approche de moi, un verre à la main. « Qui aurait cru que ton petit mensonge nous mènerait ici ?» dit-elle en riant. Je souris, repensant à tout le chemin parcouru. « Ce n'est pas le mensonge qui nous a menés ici, » je réponds. « C'est la vérité. La décision d'être honnête, d'affronter qui j'étais vraiment et qui je voulais devenir. » Elle hoche la tête, compréhensive. « Tu as raison. Et regarde où ça nous a menés. » Je lève mon verre, proposant un toast. À la vérité, à l'amitié et à l'impact que nous pouvons avoir quand nous osons être authentiques. Tout le monde se joint au toast, et je sens une vague d'émotions m'envahir. J'ai commencé ce voyage en fuyant qui j'étais, en cherchant à me cacher derrière une fausse identité. Mais en cours de route, j'ai découvert ma véritable identité, mon véritable but. Je ne suis plus seulement Alexandre Dubois, l'héritier d'un empire. Je ne suis plus seulement Alex Moreau, l'étudiant ordinaire. Je suis les deux à la fois, et tellement plus encore. Je suis quelqu'un qui a appris la valeur de l'honnêteté, de l'amitié, de l'engagement social. Quelqu'un qui a trouvé un moyen de concilier son héritage avec ses aspirations, de créer un impact positif dans le monde. Alors que la soirée touche à sa fin, je me retrouve seul sur le balcon, contemplant la ville de Barcelone qui s'étend devant moi. Je pense à tout ce que nous avons accompli et à tout ce qu'il reste encore à faire. Je sors mon téléphone et compose le numéro de mon père. Quand il décroche, je dis simplement « Papa, je crois que j'ai finalement compris ce que signifie être un Dubois. » Ce n'est pas seulement un nom ou une fortune, c'est une responsabilité, une chance de faire la différence. J'entends la fierté dans sa voix quand il répond « Tu as dépassé toutes mes espérances, Alexandre. Tu as redéfini notre héritage d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. » En raccrochant, je regarde une dernière fois la ville illuminée. Je pense à la lettre de ma mère, à son espoir que je trouve ma propre voie. Je pense à mes amis, à nos projets, à toutes les vies que nous avons touchées et que nous toucherons encore. Je réalise alors que ce n'est pas la fin de mon voyage, c'est seulement le début. Il y a encore tant à faire, tant de défis à relever, tant de vies à changer. Mais maintenant, je sais qui je suis. Je sais ce que je veux accomplir, et je sais que je ne suis pas seul. Avec un sourire, je me tourne vers la salle où mes amis et collègues continuent de célébrer. Il est temps de rejoindre la fête. Il est temps de commencer le prochain chapitre de notre aventure. Car après tout, la vie est une aventure continue. Et je suis enfin prêt à la vivre pleinement, authentiquement avec tout ce que je suis.